Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Prenez le temps d'arriver, de vous déposer comme à l'habitude, de prendre un verre d'eau et on va pouvoir débuter notre live. Donc, le live concernant cette semaine, surtout les outils sensoriels, hein. Très intéressant comme question que j'ai reçue de la part de la maman la semaine dernière. Parce que, comme je vous disais, c'est une question qui est différente de ce que j'ai reçu comme question dans les 5 dernières semaines. Euh, Parce qu'il y a beaucoup d'implications dans cette question-là, dans le sens que c'est pas propre à une situation avec un enfant, mais propre justement au contexte de l'environnement dans lequel gravite l'enfant. Donc la question va comme suit, je vous la rappelle. On voit de plus en plus d'objets lourds dans le CPE, la Centre de la petite enfance, hein, qui est une garderie, où va mon enfant. Je suis moi-même éducatrice dans un groupe de 2-3 ans, dans un autre CPE, et je me demande comment choisir les bons objets lourds pour mon enfant de 4 ans et qu'est-ce que ça fait exactement à son corps. Donc, on a exploré lundi. Salut, ma chère Véro! On a exploré lundi l'entièreté de pourquoi on aurait besoin d'objets lourds, hein, d'outils sensoriels pour un enfant. Parce que comme je vous disais, il y a plusieurs types d'objets lourds qui existent, plusieurs poids, plusieurs dimensions. Euh, il y a aussi plusieurs régions du corps, hein, sur lesquelles on va poser un objet lourd. Donc, c'est pas quelque chose qui est, comme je vous disais hier, hein, c'est pas des jouets, des objets lourds. Hein, c'est pas quelque chose de banal. C'est vraiment des outils thérapeutiques. Hein. Puis comme je vous disais, notamment hier, en lien avec toute la théorie neuro liée à l'utilisation des objets lourds, si on perd la visée thérapeutique et qu'on l'utilise un peu, l'objet lourd, dans n'importe quelle occasion, n'importe où sur le corps, qu'on ne sait pas nécessairement la durée du port de l'objet lourd, au final, on perd la visée thérapeutique. Puis je vous disais, un objet lourd, il faut le voir un peu comme, en fait, c'est un outil sensoriel. Il faut le voir comme une béquille. Hein? Quelqu'un qui se casse une jambe, on lui donne une béquille, le temps que la jambe se répare, guérisse. Même chose, une personne qui se casse le bras, on lui met un plâtre, le temps qu'il y a une guérison qui se crée. Ben, les objets lourds, les objets dits lestés, hein, c'est le vrai terme au niveau neuro, c'est la même chose. On va poser, hein, l'ergothérapeute, notamment les ergothérapeutes comme moi, canadiens, mais américains en général, nous, c'est notre dada, l'intégration sensorielle. C'est comme notre expertise. En Europe, ça a été divisé dans 2 métiers, donc l'ergothérapie et la psychomotricité. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'ergothérapeute va évaluer les besoins sensoriels de votre enfant et va émettre une prescription de l'outil sensoriel avec la visée thérapeutique. Là, ce qui se passe actuellement, puis notamment beaucoup au Québec, il y a comme une mode en lien avec les outils sensoriels, puis sont vendus magasins grande surface, tu sais, puis des magasins de type papeterie, informatique et tout. Et là, on voit des objets sensoriels partout, des coquilles anti-bruit, des chewy tubes, des coussins vestibulaires, et notamment des objets lourds qui sont en forme d'animaux. Donc oui, bien entendu, ça a été perçu comme étant des toutous, mais ce n'est pas des jouets. Et ça a l'optique, hein, de ces outils-là. Dans le temps, comme je vous disais, ça a été développé par des ergothérapeutes parce que c'est notre expertise.
Donc, il y a vraiment une visée thérapeutique. Et donc, c'est à utiliser avec grande précaution. C'est mis en place pour un enfant aussi à une période déterminée, pendant que on met en place d'autres activités thérapeutiques pour build up, hein, pour construire le profil sensoriel aussi de l'enfant. Puis je vous invite à me poser des questions au fur et à mesure pendant le live. Moi, j'adore les questions. Je sais que des fois, vous êtes plusieurs à m'écrire en message privé après mon live, mais vous pouvez m'écrire pendant tout ce qui vous monte en tête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Donc, voilà. On pose un outil thérapeutique pendant qu'on construit quelque chose au niveau de l'enfant, pour combler un manque sensoriel, par exemple, ou apaiser une hypersensibilité sensorielle. Et l'objectif, comme je vous disais au niveau de la béquille puis du plâtre, c'est de venir sevrer l'utilisation de l'outil. Parce que, je veux dire, l'enfant ne va pas garder un objet lourd sur lui toute sa vie. Il ne va pas garder les coquilles anti-bruit sur lui toute sa vie, comme on ne va pas laisser des béquilles ou un plâtre à quelqu'un toute sa vie. C'est le même principe. Donc, lundi, on a exploré les différents aspects liés aux différents objets lourds. Je vous ai dit qu'on peut en avoir au niveau des épaules, qu'on va prescrire, au niveau des cuisses, au niveau du corps, par exemple avec les couvertures lourdes. On peut en avoir aussi au niveau des poignets, pour tout ce qui est en lien avec la motricité fine. On peut en avoir qui va couvrir le tronc avant-arrière, pour tout ce qui est au niveau postural, tonus, éveil. Que penses-tu des couvertures lourdes pour les siestes? Donc, Véro, pour les couvertures lourdes, ça j'en parlais hier, il faut être très prudent, dans le sens que tout ce qui est objet lourd, c'est 10% maximum du poids de l'enfant. Donc déjà, il faut respecter cette règle-là, ce qui n'est pas nécessairement véhiculé par les vendeurs dans les boutiques. Notamment sur mon site internet www.patricia-ergothérapeute.com. Dans mon onglet ressources, j'ai mis des boutiques sensorielles que moi j'apprécie grandement, que je commandais énormément mon matériel pour ma clinique ergothérapie enfance et pour tous mes patients. Et que j'ai grandement confiance parce qu'à la base, c'est conçu par des ergothérapeutes. Donc, c'est conçu par le professionnel de la santé. Sur ces sites-là, pour la plupart, ils vont mettre les précautions. Mais c'est vrai que dans des magasins grande surface, ils vont pas nécessairement les mettre. Et tu vois, Véro, avec ce qui est arrivé au niveau des couvertures lourdes, notamment au Québec, c'est que dans un centre de la petite enfance, il y a une petite cocotte qui est décédée suite à l'utilisation d'une couverture lourde parce que le poids n'avait pas été respecté, parce que la petite n'avait pas la force physique pour sortir hors de la couverture lourde et au final, elle a suffoqué sous la couverture lourde. Donc, vous voyez à quel point ce n'est pas des jouets, ce n'est pas banal. C'est vraiment un outil thérapeutique. Et quand on instaure un outil thérapeutique, et c'est ça que je veux vous parler dans la posture parentale et d'intervenant à avoir, c'est que l'enfant, quand il utilise pour la première fois, dans les premiers jours, la première semaine, l'outil sensoriel, ça nécessite une surveillance. Ce qui est arrivé à la petite cocotte en CPE qui est décédée, c'est qu'il y avait une couverture beaucoup trop grande, beaucoup trop lourde pour son poids, et la petite n'était pas sur surveillance, et donc elle a dû essayer de s'enlever de sous la couverture, et malheureusement, elle n'a pas réussi. OK? Et donc, il y a des grandes règles et lignes directrices par rapport à l'utilisation des objets lourds.
Et c'est pour ça que je trouve très intéressant d'avoir reçu cette question-là de cette maman, parce que c'est pas à prendre à la légère. Maintenant, par rapport à ta question, Véro, si la couverture lourde est achetée au bon endroit, donc une bonne boutique sensorielle conçue par des ergothérapeutes, donc je te réfère à mon site internet pour ça, que c'est la bonne dimension, le bon poids en fonction du poids de l'enfant et de son âge. La visée d'une couverture lourde, c'est de venir grounder et apaiser un enfant qui présente une hyposensibilité proprioceptive. Donc, sa conscience corporelle qui est tellement peut-être un petit peu plus floue, on va venir l'ancrer, la grounder, comme si on y faisait un gros massage thérapeutique proprioceptif pour l'aider à favoriser un endormissement qui est plus rapide et moins de réveil nocturne. Mais pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être... normalement, comme je vous dis, il y a eu une évaluation quand même d'un ergothérapeute en amont qui a déterminé le profil sensoriel de votre enfant qui vous réfère vers le bon outil. Et ensuite, quand on met en place l'outil, on ne fait pas juste laisser notre enfant dormir avec puis bonne nuit. C'est que au début, on va le mettre au niveau des siestes dans lesquelles on va surveiller. Et il faut que l'enfant ait la force physique pour pouvoir se retirer de sa couverture lourde. Une autre chose, une autre grande précaution qu'il faut se rappeler par rapport aux couvertures lourdes, c'est qu'il ne faut pas que l'enfant ait des problématiques d'ordre cardiaque ou pulmonaire, ni d'épilepsie. Parce que le poids va venir extrêmement gêner si l'enfant a des déclenchements ou des faiblesses ou des manifestations de ces trois aspects-là. Donc, il faut vraiment être prudent. Maintenant, pour un enfant qui n'a pas de problématique, qu'on a le bon poids, la bonne dimension, qu'on surveille au niveau des siestes, et que justement on voit qu'on est en confiance puis que l'enfant peut bien s'en sortir et qu'on met plus bas par rapport au corps, tu sais, jamais qu'on va mettre la tête de l'enfant en dessous de la couverte, jamais, jamais, jamais. Ça va être bas, au niveau plus au niveau du sternum et bas là, vers le tronc et surtout au niveau des jambes. Là, effectivement, on va aller chercher adéquatement la visée thérapeutique, tout en sachant que c'est un outil. Donc, en parallèle, on va poser d'autres actions pour construire sa proprioception. Parce qu'on sait qu'un enfant qui est agité, qui bouge beaucoup, qui a de la difficulté à s'endormir, que justement, on est obligé de donner de la mélatonine, par exemple, de manière artificielle, ben justement, c'est un enfant que on a besoin de travailler sa conscience corporelle, sa proprioception, pour bien habiter son corps, pendant qu'on met en place l'outil sensoriel et éventuellement sevrer et aller vers d'autres méthodes. Donc, éventuellement, l'enfant, on pourrait vraiment venir le couvrir au niveau des couvertures, avoir un oreiller de corps, mais pas nécessairement qui est lourde, mais juste pour qu'elle soit en contact avec quelque chose. On peut déplacer le lit pour que son dos soit à côté, par exemple, au niveau du mur. Donc, pour créer un cadre autour de l'enfant, mais qui ne nécessite pas nécessairement l'implication d'un objet thérapeutique. L'objet thérapeutique, comme je vous disais, c'est vraiment dans une parcelle de temps, le temps qu'on met en place d'autres stratégies. Puis, en même temps, on va construire sa proprioception. Est-ce que ça répond à la question, ma chère Véro? Puis si tu as d'autres questions qui te viennent, n'hésite pas, ma chère.
Donc, voilà. Voilà. Aussi par rapport à la... Ça répond? Yes. Aussi par rapport à la posture en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant qu'intervenant. Ah, ça fait plaisir, ma chère Véro. Ce qui est super important aussi, c'est comme je vous disais hier, d'être curieux par rapport... Salut mon cher Thierry! C'est d'être curieux par rapport aux outils sensoriels qui sont exposés dans l'environnement de votre enfant. Dans le sens que si vous arrivez au CPE, à la garderie ou en milieu familial ou à l'école, puis que tous les enfants ont des coquilles anti-bruit ou un chewy tube dans la bouche, voilà, ou des toutous lourds, des objets lestés sur eux, soyez curieux de vous dire, mais est-ce que c'est vraiment pertinent pour mon enfant? OK? Ce qui arrive souvent, c'est que actuellement, puis moi je voyais beaucoup ça au Québec, j'entrais dans les CPE, j'entrais dans les écoles, et c'est comme, OK, ben on a décidé que c'était à la mode, donc on met des outils sensoriels à tous les enfants. Non. Non, parce que chaque enfant a son propre profil sensoriel, chaque enfant a ses manques sensoriels ou ses aversions sensorielles. Chaque enfant, il peut avoir plein d'enfants qui sont totalement neurotypiques avec un profil sensoriel normal. Donc, c'est pas vrai que tous les enfants ont besoin de coquilles anti-bruit, ont besoin de chewy tube, ont besoin d'objets lourds. Non. Donc, en tant que parent, au niveau de votre posture, soyez toujours en analyse de ça. Tu sais, de dire, ben, est-ce que c'est vraiment utile pour mon enfant? Puis d'aller voir justement l'éducateur, le responsable en milieu familial ou l'enseignant, mais qu'est-ce que vous visez quand vous donnez cet outil-là à mon enfant? Puis si la réponse est, ah, ben c'est juste parce qu'on en donne à tout le monde, donc tout le monde en veut, non. C'est pas la bonne réponse. Hein? Je sais qu'en tant qu'intervenant, je travaillais beaucoup en collaboration avec les enseignants dans plusieurs commissions scolaires là, quand j'avais ma clinique à Prévost. Puis ils me demandaient, Patricia, mais quel genre de posture nous on doit avoir en tant qu'intervenant quand il y a un enfant, on lui prescrit, par exemple, un ergothérapeute lui prescrit les coquilles, il y en a dans la classe, il y en a quelques-unes, mais tous les enfants vont vouloir en avoir parce que là, c'est cool, c'est comme un jouet. Ben, présentez-le. Présentez-le. Arnaud, lui, a beaucoup mal aux oreilles quand il entend des bruits. Toi, est-ce que tu as mal aux oreilles quand tu entends des bruits? Non. Toi, as-tu mal aux oreilles quand tu entends des bruits? Non. Toi, tu as du mal aux oreilles quand tu entends des bruits? Non. Ah. Donc, Arnaud, lui, il a mal aux oreilles quand il entend des bruits. C'est pour ça qu'il a besoin de coquilles. Mais vous avez pas mal. Tant mieux pour vous. C'est génial. Donc, pas besoin de coquilles. Hein? Fait que, cher intervenant, prenez ça et expliquez. Prenez pas pour acquis que les outils sensoriels, si j'en intègre dans ma classe, tous les enfants vont en vouloir, puis j'ai pas le choix d'en fournir à tout le monde. Non. Ce sont pas des jouets, c'est des outils thérapeutiques. Même chose en tant que parent, à la maison. Un de vos enfants a un outil sensoriel. Que ce soit, peu importe, un objet lesté, coquille, un truc pour la bouche, name it. Une brosse tactile pour les hypersensibilités tactiles. Mais si votre autre enfant fait « Oui, moi aussi je le veux, moi aussi je le veux », puis là, vous vous sentez déchiré, mais expliquez. Ton frère a besoin de cet objet-là parce que sinon, il sent pas son corps. Toi, est-ce que tu sens ton corps? Si, mettons, je te fais ça comme ça, est-ce que tu le sens? Oui. OK. Mais lui, il le sent pas vraiment. C'est comme si c'était flou. Dis-toi que ton frère, c'est comme s'il avait une tête, puis que le reste, il le sent pas vraiment. Fait que là, en ce moment, il a un outil pour l'aider à mieux sentir son corps. Ou un outil pour l'aider à s'endormir. Toi, tu arrives à t'endormir.
Mais lui, il a de la difficulté. Toi, t'es chanceux. T'es chanceux de t'endormir. Et lui, pas facile. Prenez le temps d'expliquer aux enfants. Trop souvent, moi, je trouve, à travers ma carrière, qu'on pense que d'emblée, les enfants ne vont pas comprendre. Mais les enfants comprennent. Même s'ils sont tout petits, même s'ils ont 18 mois, même s'ils ont 1 an, même s'ils ne parlent pas encore, même s'ils ont un trouble du spectre de l'autisme non-verbal. Les enfants comprennent. Peut-être pas par le verbal, mais ça peut être par des dessins, ça peut être par l'énergie, ça peut être par des gestes, ça peut être par des regards. Mais expliquer. Et expliquer, bien entendu, avec des mots ou une manière de faire qu'ils vont comprendre. Mais ça le fait, c'est nécessaire de prendre ce temps-là. Parce qu'à travers le temps que vous prenez pour lui expliquer, il comprend, lui, qu'il est différent de l'autre. Il comprend que lui a des forces que l'autre n'a pas. Il comprend que lui a des besoins que l'autre n'a pas, puis que c'est pas tout le monde qui est pareil. Et c'est utile. Trop souvent, des fois, c'est ça, surtout dans le milieu scolaire, hein, on pense que, oh mon Dieu, on introduit un outil sensoriel, ça va être l'enfer, tu sais, puis là, il faut qu'on ait 34, tu sais, j'ai 34 étudiants, il faut que j'ai 34 coquilles anti-bruit pour amener les enfants tous à se concentrer. Il faut pas faire de généralisation quand on est face à des outils sensoriels. Il faut toujours se dire, c'est comme un plâtre. Est-ce que tout le monde dans la vie a besoin d'avoir un plâtre? Non. Le plâtre est utile pour la personne qui a le bras cassé. Donc, il ne faut pas généraliser. Est-ce que de votre côté, il y a des outils sensoriels qui sont utilisés dans les garderies ou dans les écoles que vous avez déjà vus, que vous avez des questions? Ou que vous vous demandez quelle posture, moi, je dois adopter par rapport à ça? C'est parce que des fois, c'est pas tout le temps évident hein, de se dire, mon Dieu, mais... Parce que c'est propre à l'ergothérapie, hein, la création des outils sensoriels. Fait que c'est sûr que si on n'est pas là-dedans, ben, bien évidemment, on voit ça comme un peu comme des jouets ou... Tu sais, on en voit tellement des coquilles anti-bruit maintenant. Moi, je suis arrivée vraiment dans une classe à un moment donné, et les 34 étudiants, les 34 enfants avaient des coquilles anti-bruit. Puis là, j'ai demandé pourquoi à l'enseignante. Ah, c'est parce qu'ils sont en train de faire une dictée. Non, c'était une dictée? Ben, en tout cas, ils étaient en train d'écrire. OK. Mais même s'ils font une composition écrite puis que tout le monde est en silence, pourquoi il y aurait besoin de coquilles anti-bruit? Il n'y a pas de bruit. Tout le monde est déjà en silence. Fait qu'il faut vraiment bien comprendre et être curieux de la visée des outils. Parce que si tous les enfants sont en silence, on n'a pas besoin de diminuer de 25 décibels la quantité de son pour chacun des enfants. Il n'y a déjà pas de son. Donc, il faut être logique. Hein? Puis, quand tu regardes, quand tu questionnes les enfants, ils vont dire « Ah, ben, je mets des coquilles parce que tout le monde en met. » Mais oui, mais non. Puis « Ah, je mets des coquilles parce que c'est cool. » Ouais, mais non, on met pas des coquilles parce que c'est cool. Tout comme on ne met pas des objets lestés sur soi parce que c'est cool. Donc, c'est nous, à l'adulte, de poser le cadre. Et c'est ça, hein, le sujet du live aujourd'hui. C'est comment qu'on pose le cadre en tant que parent. C'est vous qui avez le lead. En tant qu'intervenant, c'est vous qui avez le lead. Et s'il y a un outil sensoriel que vous avez à la maison, que c'est propre à un certain moment pour une durée déterminée, vous le retirez et vous le cachez dans une armoire. Basta. On ne laisse pas l'outil sensoriel traîner comme ça à tout vent sans qu'on soit sous surveillance.
Que ce soit un objet lourd, que ce soit une brosse, que ce soit n'importe quoi. C'est un outil thérapeutique. On ne le laisse pas comme ça à tout vent. Hmm? Euh, Comme je vous ai dit, dans tous les outils sensoriels, moi, je formais les vendeurs, parce que je vous l'ai dit, j'en ai fait une mission, moi, au Québec, parce que j'étais comme, ça n'a pas de sens que que tous les vendeurs, ils vendent, mais ils savent même pas ce qu'ils vendent, tu sais, dans le fond. Fait que j'ai fait des conférences puis des formations dans les différentes boutiques sur place, là, tu sais, au Québec, là, pignon sur rue. Puis, pour leur enseigner les précautions, parce qu'il y a vraiment des précautions pour chacun des outils sensoriels. Notamment ici, c'est par rapport aux objets lourds, c'est les risques de suffocation, le poids à respecter 10% du poids, comme je vous disais, la forme, la dimension là, en soi, qui est super important. Et la région du corps qu'on va la mettre aussi, dépendamment de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Mais pour ça, en tant qu'adulte, il faut s'approprier la matière. Puis comme je vous disais, moi, dans mes formations, les sens en folie, sur mon site internet, donc www.patricia-ergothérapeute.com, j'ai intégré dans chacun des sens, parce que c'est une formation qui est basée sur la compréhension de ce qu'est l'intégration sensorielle, parce que tout ce qui est en lien avec les sens, si c'est mal géré et interprété dans le cerveau, ça a un impact direct sur les émotions et les comportements de vos enfants. Et donc, un enfant ne peut pas être attentif, bien apprendre, bien écrire, bien calculer, s'il est tout le temps en manque sensoriel ou overload de certains sens aussi. Et donc, l'objectif dans cette formation notamment, c'est de vous expliquer nos 7 sens qu'on a, tactile, proprioceptif, vestibulaire, gustatif, visuel, olfactif et auditif. De noter votre enfant, il se situe plus dans une notion d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité. Et comment mettre en place des stratégies et des activités au quotidien pour normaliser le profil sensoriel, ce que je vous disais qu'il fallait faire pendant qu'on intègre un outil sensoriel. Et dans cette formation-là aussi, je vous mets les outils sensoriels et les précautions face à chacun des sens. Parce que l'objectif face à ça, pour avoir une bonne posture parentale et d'intervenant, c'est qu'il faut connaître. Il faut connaître ça. Il faut comprendre ça. Et comprendre l'implication. Fait que c'est pour ça que j'avais créé ces formations-là. C'est pour vous apporter, en tant que parent, en tant qu'intervenant, ces connaissances-là, pour que quand vos enfants manifestent un comportement ou une émotion, vous sachiez tout de suite c'est quoi le besoin caché derrière. Il peut être soit sensoriel ou émotionnel. Et dans quel cas, quelle activité mettre en place au quotidien pour pallier, pour combler puis normaliser le profil sensoriel de l'enfant. Et si on a à mettre en place un outil sensoriel, donc un outil thérapeutique, ben vous sachez quel outil et comment l'utiliser avec toute la précaution que c'est nécessaire. Donc, voilà. Voilà. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Puis notamment, ce que je vous dis aussi, c'est tout le travail que je fais aussi avec mes mamans dans mon programme d'accompagnement, tu sais, Artemis, de justement les amener à assimiler toute cette matière-là théorique sur le neurodéveloppement pour pouvoir lire pleinement leur enfant et après appliquer de manière autonome des stratégies à mettre en place pour répondre aux besoins neuro de leur enfant. C'est pas juste un besoin genre j'ai faim, je lui donne une pomme. Non, c'est
ses besoins au niveau de son système nerveux. C'est encore plus profond, c'est beaucoup plus primitif. Et ce qui arrive, c'est souvent, c'est ça, c'est qu'en tant que parent, on n'arrive pas nécessairement à tout le temps comprendre notre enfant, parce qu'en bas de 4 ans, notre enfant ne fonctionne pas sur le frontal, sur le cortex, sur les intelligences. Notre enfant fonctionne sur son tronc cérébral, qui est notre cerveau inconscient, et fonctionne sur son système limbique, qui est le cerveau semi-conscient. Fait qu'en bas de 4 ans, il n'est pas dans le mental, il est dans le ressenti lié à ce que son environnement lui envoie d'un point de vue sensoriel et de l'interprétation qu'il en fait qui se rend au niveau émotionnel. Donc voilà. Voilà. Donc c'est ça pour aujourd'hui, mes chers. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous invite, comme à l'habitude, à me poser des questions en message privé. Et puis voilà, on se revoit demain pour les solutions concrètes par rapport à la question que j'ai reçue de la maman. Donc on va voir avec elle, elle me demande quel objet lourd pour mon enfant de 4 ans. On va voir un petit peu plus de manière concrète quel outil, quelle région, un petit peu plus les particularités par rapport à chacun des outils sensoriels, mais plus précisément les objets lourds. Donc, on va aller un petit peu plus en détail par rapport à l'utilisation de chacun. Donc, voilà. Super intéressant, ça. J'irai voir tes formations. Génial, ma chère Véro. Je te fais des bisous. Je te fais des bisous aussi, Thierry. Puis, Véro, je t'invite à m'écrire en message privé pour toute question. Donc, voilà. Des gros bisous, tout le monde. Ciao!